Je pense qu'on peut démarrer. Voilà, Yes, je je pense que pense ça, qu'on ça va fera venir aussi les autres. Et on a le temps exactement, de on présenter. va commencer. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire abordant le sujet du Green IT, car nous avons, je pense, dans l'univers de la tech aussi des responsabilités environnementales. Je me présente très rapidement. Je suis Claire Gilmomi. J'ai rejoint Sphère il y a quelques mois en tant que Talent Acquisition Staff et je participe du coup au recrutement structure pour toutes nos agences. Avant de commencer le talk, juste un petit rappel concernant la plateforme Zoom. Vous pouvez du coup, merci Saïfedine, partager tous vos commentaires et surtout poser toutes vos questions dans la partie Q&A. Pour info, on y répondra du coup dans un second temps. Très rapidement, je voudrais vous présenter Sphère. Qui est Sphère? Du coup, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement informatique, qui a plusieurs domaines d'expertise, comme vous pouvez le voir sur la slide. Nous sommes très axés sur l'aspect humain, la montée en compétences et la formation. Et on a la chance, du coup, d'avoir une très forte culture d'entreprise qui s'appuie sur 5 piliers: l'excellence, la diversité, la bienveillance, liberté et responsabilité. Et du coup, je suis ravie de passer la main à deux personnes qui incarnent parfaitement ces valeurs, Saïfedine et Célia. Super, merci Claire Gilles pour cette petite introduction. Célia, je te laisse te présenter du coup. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Célia Delage, je viens de Lille et je suis développeuse full stack chez Sphère. Super, depuis combien de temps? Développeuse depuis 8 ans et chez Sphère depuis 4 ans. Ah ouais, super. Bonjour à tous, moi donc c'est Saïfedine Mansouri. Donc, je suis manager engineering de l'activité cloud chez Sphère à Paris, en charge de toutes les activités infrastructure et DevOps. Et ça fait presque 10 ans que je travaille chez Sphère, où pareil, j'ai commencé en tant que développeur et après j'ai pu naviguer vers d'autres occupations. Super sympa en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. C'est une présentation qui est un peu née par hasard, clairement, hein, on ne vous le cache pas. Voilà, en général, en tout cas, on travaille sur des activités différentes avec Célia et on a trouvé un peu un intérêt commun sur la question environnementale, tout ce qui est sustainability, développement durable. Et on s'est dit pourquoi ne pas partager un peu ce que nous, on a pu voir, rencontrer, explorer avec vous. Et c'est vraiment un domaine, en tout cas, pour moi, de mon côté, je ne sais pas pour Célia, mais en tout cas, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui me passionne particulièrement. Oui. Allez, super. On va passer, avant en tout cas de démarrer, on voulait quand même voir un peu le niveau des personnes, le niveau de connaissance sur le Green IT. Donc peut-être tu peux le présenter, Célia. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Donc, si vous pouvez nous mettre dans le chat rapidement votre niveau de connaissance en Green IT. Donc, un, c'est vous découvrez, vous êtes curieux et vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Deux, vous avez déjà commencé à vous renseigner sur le sujet, à faire des recherches. Ou trois, vous le pratiquez au quotidien. Bon, j'ai l'impression qu'on a... Ah, on a quand même du 3. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard. On a des gens qui découvrent, qui sont curieux. C'est parfait. On a pas mal de 1 quand même. Hein. On a pas mal de 1. On a qui découvrent, on a qui ont commencé à chercher. C'est bien, on a des profils assez variés. Donc, super. Super. Je pense en tout cas, nous, comment on a construit un peu la présentation, c'est un peu à tous les niveaux. C'est ça. Ce qu'on a un peu pensé dès le départ, c'est un peu aller du plus générique, du plus large, et arriver un peu au plus spécifique. Et vous verrez ce que c'est que le spécifique, en tout cas, de mon point de vue, sans surprise. Sans spoiler. Super. Merci en tout cas pour... Merci d'avoir répondu. Ouais. Et du coup, voilà, c'est parti. On va donc vous parler de Green IT et de responsabilité et de sobriété numérique. Donc, comme vous le savez peut-être, du coup, l'activité humaine et économique et industrielle est responsable d'une grosse partie des impacts qu'on a sur le climat. Donc, l'activité humaine a des impacts sur le dérèglement climatique qu'on voit ces dernières années. Et c'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le rapport du GIEC qui est sorti en avril, donc il y a à peine un mois. Donc, le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est chargé donc de faire un état des lieux sur la partie climatique. Et donc, suite à ce rapport, on a vu passer ce genre de titre dans les médias, où on n'aurait plus que 3 ans pour réagir. Ouais. C'est vrai, en tout cas, personnellement, quand j'ai vu aux infos, c'était par hasard, tu dis, il y a un problème. Je pense qu'on va tous mourir dans 3 ans. Voilà, il y a un côté très alarmiste. Bon,
Alors, je vous le dis tout de suite, en vrai, on n'a pas que 3 ans pour réagir. Il y a un côté très sensationnaliste des médias, mais dans les faits, en fait, il ne sera jamais trop tard pour réagir. Ce n'est pas dans 3 ans, c'est notre deadline et après, ce sera fini. Non, en fait, il n'est jamais trop tard pour s'intéresser au sujet, pour commencer à agir et pour commencer à s'y intéresser. Par contre, il n'est jamais trop tôt non plus, puisque du coup, les projections du GIEC, elles montrent qu'effectivement, si on n'a pas tendance à inverser nos tendances actuelles sur les émissions de CO2, on va avoir des conséquences, donc un réchauffement climatique global avec des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents, la biodiversité qui est menacée, notamment sur la faune, la flore, et la surexploitation des ressources. Ça, avec le numérique, on est aussi directement impacté parce qu'on a besoin d'un grand nombre de ressources pour notre matériel. Et donc, toutes ces choses-là font qu'il n'est jamais trop tôt pour s'y intéresser et pour se lancer dans le sujet, en fait. Donc, même s'il ne reste pas que 3 ans. Non, mais il faut se dire, en fait, c'est un peu comme une dette. L'idée, ce n'est pas de dire, voilà, c'est un tout ou rien. Je pense c'est plutôt quelque chose qui peut se faire de façon progressive. Mais en tout cas, le plus tôt on s'y prend, ce sera le mieux, clairement, pour réduire un peu les impacts, surtout la dette qu'on va laisser aux générations futures. C'est vrai qu'il y aura une dette, quoi qu'il arrive, mais si on s'y met dès maintenant, je pense que l'impact sera toujours inférieur. Est-ce que ça pourrait être le cas en 2030, en 2050, en tout cas, suivant les projections? C'est ça, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on émet, c'est pas ce qu'on émet sur une année, c'est le cumul des années. Ouais, c'est un tout. Voilà. C'est un peu un tout. Ça s'accumule le CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà, plus tôt on réagit, mieux c'est. Et c'est surtout qu'il n'y a pas que du CO2. Surtout. Non, il y a beaucoup d'autres impacts. C'est vrai qu'on parle beaucoup de carbone, mais je pense qu'il y a d'autres gaz, en tout cas. Bien sûr, voilà, il y a plein en tout cas, d'émissions qui sont issues de plusieurs industries, exploitations minières. Et, en fait, quasiment toutes les industries, tous les secteurs ont des émissions. En fait. C'est clair. Voilà, tout le monde est concerné. Absolument tout le monde. Tous les secteurs vont devoir faire des efforts dans les années qui viennent et de plus en plus importants. Donc, en tout cas, on voit que l'énergie, elle a une grosse part quand même. Et surtout, c'est un sujet un peu du moment, surtout avec ce qui se passe d'un point de vue global. Et c'est clair que l'énergie, ce sera vraiment parmi les enjeux, je pense, des prochaines années. Et on le voit un peu partout. On le voit déjà. Et du coup, on se posait la question, parce que nous, on est dans l'informatique, donc on se disait, nous, en quoi est-ce qu'on est concerné? Le secteur numérique, c'est un peu particulier parce qu'il est transverse. On le retrouve dans tous les autres secteurs. Et en fait, quand on regarde le rapport du GIEC, la numérisation, elle a plutôt un impact positif, en fait, dans le sens où elle va aider les autres secteurs à diminuer leurs émissions. Donc là, par exemple, rien que le fait que vous puissiez assister à ce talk en visio au lieu de vous être déplacé sur un lieu pour nous observer, du coup, rien que ça a émis moins de CO2 lié au transport ou le télétravail qui permet donc de diminuer les transports, mais aussi s'il est associé à une diminution des bureaux et une bonne isolation, aussi la part des bâtiments et des logements qui est aussi non négligeable. En fait, voilà, le secteur numérique, il a quand même des impacts positifs parce qu'il aide les autres secteurs. Donc, sur ça, c'est plutôt cool. Et surtout, comme tu l'as bien dit, Célia, comme c'est un peu un secteur en fait, qui est un peu omniprésent, aujourd'hui, toutes les entreprises, elles ont un système d'information, clairement, elles ont des infras, elles ont du logiciel, en tout cas du matériel. Et du coup, le fait que ce soit transverse, c'est-à-dire que l'impact de ce secteur, si on agit très vite, en tout cas sur les prochaines années, peut avoir un peu un impact global, en tout cas sur tous les domaines qu'on a vus sur la répartition précédente. Et du coup, ce graphe montre un peu les projections tout à fait. qui ont été faites par le GHG. C'est ça, tout à fait, parce que du coup, sur les tendances, si on ne fait pas preuve de sobriété, si on ne mesure pas notre impact, il se pourrait qu'en fait, nos émissions, notre impact sur l'environnement dépasse les bénéfices que pour l'instant on apporte aux autres secteurs. Donc le but, c'est de maîtriser ce qu'on fait en fait, c'est de maîtriser nos impacts, tout simplement, et éviter de partir sur des courbes exponentielles. Déjà prendre conscience déjà. Exactement. Parce que déjà prendre conscience et après agir chacun à son niveau par rapport à ça. Et donc, comment on peut faire pour avoir un numérique maîtrisé? En fait, il y a la notion de responsabilité numérique qui en fait se base sur 3 piliers qu'on peut facilement retenir parce que piliers, 3 P. Donc, et en fait, ces 3 piliers, c'est People, Planet, Profit.
People, c'est remettre l'humain au cœur de l'activité numérique. Donc, que ce soit d'un point de vue accès aux utilisateurs. Quand on dit accessibilité, on pense tout de suite au handicap, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait de permettre à tout le monde d'accéder aux services numériques. C'est d'ailleurs le sens littéral. Et en fait, c'est de dire même les gens qui ont un réseau moins important, qui ont des appareils plus anciens, voilà, que tout le monde puisse accéder aux services numériques. Et aussi une partie sur l'éthique et le travail dans l'exploitation des ressources. Voilà, il y a un côté prendre soin des humains qui travaillent pour le numérique. La planète, bon, ça, on a déjà commencé à l'évoquer. Je pense que c'est clair. Hein, c'est clair. Réduire nos impacts environnementaux. Mais il y a un troisième pilier, profit. Ça peut peut-être vous étonner, mais en fait, le principe d'un numérique soutenable dans le temps, c'est qu'il ne se fasse pas au détriment de nos activités économiques. Donc, le but, c'est que ce soit viable à long terme. Et en fait, pour les entreprises, en fait, investir dans les RSE, responsabilités sociétales et environnementales, et du coup, ça peut entraîner en fait plutôt un cercle vertueux. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va à l'encontre des investissements d'une entreprise, mais au contraire, quelque chose qui sert leurs intérêts. Parce que quand ils remettent l'humain au cœur, ils peuvent toucher toutes les populations, en fait, ils augmentent leur base de clientèle. Quand ils prennent soin de la planète, c'est aussi dans l'idée qu'ils vivent dessus et à long terme, pour qu'ils puissent garantir une activité économique viable dans le temps, c'est important aussi de protéger ces aspects-là. Donc en fait, quand on commence à investir là-dedans, ça ne va pas à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise, au contraire. Et c'est pour ça, moi je pense que clairement, ce genre d'activité ne devrait pas être un frein, surtout à l'innovation. Parce que si on va arrêter un peu les investissements que font les entreprises, le développement, l'adoption de nouvelles technologies, c'est clair que ce sera un frein pour l'évolution en tout cas et pour le développement. Et du coup, ça va être aussi un frein pour le prix. Donc, comme tu l'as bien dit, hein, c'est clairement, ça résume tout, c'est un cercle vertueux, mais qui inclut un peu tous les intervenants qui peuvent avoir un impact global par rapport en tout cas à l'environnement. C'est ça. Et du coup, là, la question qui se pose aussi, OK, on a compris, il y a urgence, plus ou moins, en tout cas par rapport à l'environnement. OK, il peut y avoir des actions à titre personnel qu'on pourrait entreprendre. Hein, donc, je pense que chacun d'entre nous pourra faire des petites actions, mais au final, ça peut être une contribution globale massive, parce qu'on est 7 milliards de personnes quand même sur la planète. Mais là, aujourd'hui, on est en entreprise. Et donc, je pense que les entreprises ont quand même un grand jeu, un grand rôle à jouer dans cette mouvance. Et de dire comment est-ce qu'on peut déjà commencer à adopter ce genre de mindset, de pratique, je ne sais pas comment l'expliquer, mais comment déjà commencer à prendre conscience et calculer c'est quoi l'impact environnemental d'une entreprise. Ça passe par quoi? D'où, on voulait un peu vous présenter les scopes du coup, des émissions de carbone. En tout cas, c'est la première chose qu'il faut comprendre déjà avant de s'intéresser aux calculs qui sont faits par les entreprises. Et là, clairement, en fait, on a la notion de 3 scopes, d'accord? C'est 3 périmètres différents d'émissions carbone, en tout cas d'émissions tout court, en tout cas, qui sont pas bonnes pour l'environnement. Alors, le premier, c'est assez simple à comprendre, c'est un peu le scope 1, c'est un peu les émissions directes qui sont liées à l'activité de l'entreprise. Je suis une entreprise de transport, c'est les émissions de mes camions. Ça, c'est en fait un impact direct sur l'environnement. Après, il peut y avoir en fait des impacts indirects dans le scope 2, dans un premier temps, qui est plutôt lié à l'énergie. Principalement, c'est un peu l'énergie. En tout cas, c'est l'impact de la génération de l'énergie que moi, je vais utiliser en entreprise. C'est-à-dire que c'est le pétrole de mes camions, c'est l'électricité que je vais utiliser pour mes bâtiments, pour mes devices, pour mes serveurs. Ça, c'est de l'impact indirect. Alors, l'impact 1, on va dire le scope 1 et 2, c'est ce qui est un peu obligatoire, on va dire un peu à mesurer, clairement, notamment en France. On va peut-être s'intéresser un peu à la France. C'est ce qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés. 500 salariés. Ça, c'est un peu la réglementation. Et donc, les entreprises, en tout cas, sont vigilants là-dessus et ils vont essayer de mettre en place des choses. Par contre, il y a un peu un scope un peu plus large, on va dire un peu others, tous les autres, le reste du monde, qui est aussi indirect, mais qui est un peu méconnu. Oui, le scope 3. En fait, c'est bien simple, dans le scope 3, on va mettre tout ce qui ne rentre pas dans le scope 1 et le scope 2. Autant dire, c'est très, très large. Donc, ça va être tout ce qui est des activités en amont, donc tout ce qui va être transport, achat de fournitures, extraction des matériaux.
Et puis, il va y avoir aussi en aval, donc tout ce qui va être utilisation des services, fin de vie du matériel, voilà. En fait, c'est hyper large. Le scope 3, c'est l'immense majorité des impacts. Et en fait, si on regarde le scope 3 du numérique, l'ignorer, donc ne pas le prendre en compte parce que ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, bah, ça revient à ignorer toute la fabrication de matériel, en fait, qui sont clairement les appareils sur lesquels nous, on fait tourner nos services. C'est la base. Et pourtant, bah, ça revient à ignorer, alors que dans un produit, 75% de l'impact qui est émis par un produit vient de sa fabrication, en fait. C'est ce qui a le plus impact. C'est ça. C'est l'ARCEP qui a sorti un rapport l'année dernière et qui dit ça, alors que en fait, le matériel, qui a donc un très fort impact, finalement, n'est pas utilisé au maximum de ses capacités aujourd'hui. Donc, dans ce rapport-là, ils expliquent que, par exemple, pour un smartphone, la durée de vie, elle est entre 2 et 3 ans. La durée d'utilisation, en tout cas, est de 2 ou 3 ans. Alors qu'en fait, le matériel, il n'a pas d'usure particulière. Donc, si on enlève la batterie et l'écran qui peuvent être remplacés, le matériel, il ne subit pas d'usure caractéristique particulière. Ce qui fait qu'en fait, un smartphone devrait pouvoir être utilisé 5, voire 10 ans, en fait. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Voilà. Et pourtant, faut savoir que dans ce rapport, ils expliquent qu'il y a seulement 23% des personnes qui changent de téléphone parce qu'il n'est plus utilisable. Ce qui veut dire que dans 3/4 des cas, on change d'appareil pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons qui sont très variées. Et notamment la raison du software. Exactement. Parce qu'en fait, avoir un appareil qui rame, qui passe son temps à être lent à charger, en fait, les gens trouvent ça difficilement acceptable aujourd'hui. Alors que finalement, nos appareils sont vraiment de plus en plus puissants, ce qui fait qu'ils deviennent vieux officiellement, mais très vite. Et ça, c'est un peu lié, je pense, un terme que vous avez déjà entendu parler, c'est l'obsolescence un peu programmée. C'est qu'un peu les applications vont grossir, en tout cas les applications, les logiciels vont grossir, vont avoir plus d'impact, plus de footprint, en tout cas sur les matériels, en tout cas surtout l'utilisation de RAM et de CPU. Et du coup, nous, on va avoir un peu l'impression que nos appareils ne sont plus adaptés par rapport au software, mais j'ai l'impression que c'est plus l'inverse. C'est que les softwares sont plus adaptés par rapport au matériel pour lequel elles étaient supposées tourner dès le départ, et ça va pousser du coup les utilisateurs à aller changer de matériel alors que leur téléphone fonctionne toujours. Et je pense, pareil, la plupart d'entre nous ont peut-être un smartphone ou un téléphone qui traîne dans un terroir qu'on a abandonné parce que tout simplement, c'est plus viable. Et je comprends, on peut comprendre, c'est que j'ai juste un téléphone pour ton travail, pour consulter des informations importantes. Et si tu n'as pas le temps de réponse nécessaire, tu vas dire, bon, au final, je vais peut-être investir pour acheter un nouveau téléphone et peut-être celui-là, je vais le laisser comme téléphone de secours. Voilà. Mais au final, c'est quand même aussi, même si l'impact direct du software, il n'est pas autant que l'impact physique du matériel, mais c'est quand même quelque chose qui est utilisé pour justement pour aggraver la situation. Exactement. Physique. En fait, le manque d'efficience de nos applications, c'est ça qui pousse à raccourcir la durée de vie du matériel sans justification, en fait. Alors qu'il y a des outils pour rentrer dedans et commencer à faire des applications plus performantes. Donc là, par exemple, je vous ai mis le plugin Green IT Analysis de Chrome. Je l'ai fait tourner sur le site de Sphere, qui est donc un éco-index de C, ce qui en vrai est pas mal du tout, parce que si vous vous amusez à le faire tourner sur des sites du type e-commerce, vous verrez que les pages sont plutôt en E, voire F, donc sur certaines pages. Donc en vrai, là, c'est plutôt pas mal. Et en fait, c'est un petit plugin qui donne donc des pratiques, donc par exemple optimiser ses images. Et c'est un plugin gratuit, on est d'accord? Oui, il est accessible gratuitement dans Chrome. Vous avez aussi le plugin Lighthouse qui est disponible dans les navigateurs. Et en fait, ça ne remplace pas un audit par une entreprise professionnelle et spécialisée, évidemment, mais ça vous permet d'entrer dedans plus facilement et en fait de commencer à regarder si les applications que vous proposez à vos utilisateurs, elles sont compatibles avec le fait de garder son matériel longtemps. Je peux vous dire, moi, j'ai gardé mon smartphone 5 ans et demi sur un Android 4 et il y avait beaucoup de choses qui étaient plus compatibles. Et en fait, cet effort-là, du point de vue utilisateur, ça permet aussi de les conserver plus longtemps. Donc, ça permet aussi d'éviter à des gens de renoncer au service, tout simplement parce que leur appareil ne suit plus, en fait. Et ça évite à nous de les faire remplacer leur matériel prématurément. Et bravo, parce que 5 ans, c'est déjà au-dessus de la moyenne. Oui, ça, je peux j'ai levé la moyenne.
Du coup, bon, cette partie-là, en tout cas, du software, je pense que c'est un bon premier pas, en tout cas, pour voir un peu l'impact de nos applications sur l'environnement, en tout cas leur performance qui a indirectement un impact sur les émissions, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que c'est clair qu'il y a des data centers derrière où on va avoir nos applications qui vont tourner. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est un peu un jeu, en tout cas, pour comprendre un peu l'histoire des Scope 1 et Scope 3. En fait, c'est que si on a en fait des data centers et des serveurs qui sont en prémisse, là, c'est du Scope 1 parce que ça fait partie de l'impact direct de l'entreprise, c'est la propriété de l'entreprise, c'est les bâtiments de l'entreprise, et du coup, ça rentre dans le Scope 1. Donc, c'est visible, en quelque sorte, dans les rapports qui sont obligatoires, dans les mesures qui sont obligatoires. Par contre, si on est dans le cloud, là, on sera plutôt dans le Scope 3, parce qu'en quelque sorte, en fait, on a délégué la gestion, en tout cas, des serveurs, des bâtiments et toutes les couches basses, on va dire, d'infrastructure au cloud provider. Donc là, je ne vais pas le dire, mais on peut jouer. On peut tricher, entre guillemets, jouer un peu sur les scopes, souvent là où on va situer les ressources, mais ce n'est pas l'objectif. Non, le but, ce n'est pas de cacher ces émissions. Ce n'est pas de les cacher. Ce n'est pas de juste les déplacer. C'est juste de les déplacer. Mais non, mais surtout, ça, c'est important en tout cas de voir que, et ça, je pense que c'est un tout, hein, quelle est notre responsabilité en fait. Et là, je pense le fait de déléguer ça au cloud provider, je suis convaincu, en fait, c'est un peu plus bénéfique parce qu'en fait, il y a la mutualisation des ressources, et il y a pas mal d'efforts, en tout cas, qui sont faits d'un point de vue sustainability des cloud providers pour investir dans les énergies renouvelables, pour les acheter, pour en tout cas apporter aussi des outils qui permettent de mesurer en tout cas la consommation et l'impact environnemental des entreprises. Alors, si c'était en prémisse, là, c'est clair qu'il faut du personnel qualifié, formé. Il faut des outils, en tout cas, ça nécessite en tout cas un investissement supplémentaire de la part de l'entreprise, alors que là, c'est un investissement qui fait de façon globale, qui fait bénéficier des milliers, voire des millions de clients. Et du coup, vous l'avez compris, ça c'est un peu la partie en tout cas qui me parle bien, c'est la partie cloud. Et ce qui m'a frappé en tout cas, je voulais quand même partager ça avec vous. Ce qui m'a frappé ces derniers mois, c'est qu'il y a quand même, on parle beaucoup en tout cas d'environnement, de sustainability dans les différentes conférences auxquelles j'ai pu assister. Déjà, ça a commencé en Next, en octobre dernier, où une grande partie de la keynote d'ouverture a été consacrée à la partie sustainability, que ce soit rappeler un peu l'objectif de Google pour être carbon free d'ici 2030, sur tous les scopes, bien évidemment, parce que je pense que Google est déjà sur le scope 1 et 2. Là, il restera le scope 3. C'est pour ça que c'est important de comprendre un peu les notions de scope et l'étendue quand on parle de green, en tout cas de carbon free. Et pareil aussi, on va le voir juste après, on s'est annoncé un nouvel outil pour la mesure qui est Carbon Footprint. Pareil, c'était le cas aussi au dernier AWS Summit, le mois dernier. Moi, j'étais agréablement surpris, en tout cas, en introduisant un nouveau pilier, OL Architected Framework, pour ceux qui le connaissent, en tout cas. C'est un peu le framework d'architecture en tout cas de base d'AWS, qui permet d'avoir un certain nombre de piliers sur lesquels on peut construire ces architectures robustes, résilientes, ainsi de suite, scalables. Et donc là, il y a un nouveau pilier qui prend une part, en tout cas, comme les autres, en tout cas, c'est vraiment la même part d'importance, qui est la partie développement durable et sustainability. Donc là, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience de la part des cloud providers sur l'importance de ces sujets. Pareil, c'était avec OVH Cloud Engage. Ça, pareil, c'était le mois dernier. C'était juste après, la semaine d'après le AWS Summit. OVH Engage, c'est un peu un summit, entre guillemets, en tout cas un événement pour les partenaires. Et pareil, ça, c'est des photos que j'ai prises, que ce soit celle de AWS Summit ou pour GCP, c'était à distance. Donc ça, je n'ai pas fait. Mais ceux-là, j'étais en présentiel et je l'ai pris en photo. On voit pareil, donc, pareil pour OVH Cloud, dans leur keynote, avec leur CTO, ils en parlaient beaucoup d'aspects environnementaux, comment ils sont engagés sur la partie énergie verte, comment ils mettent ça en place, notamment dans leur data center, que ce soit sur la partie refroidissement, la partie consommation de l'énergie. Donc, ça m'a frappé réellement et je me suis dit, bon, il y a quelque chose quand même qui se passe. Il y a un changement de mindset. Il y a un changement de mindset. C'est des choses dont on ne parlait pas il y a 5 ans. Je pense qu'il n'y avait personne dans les keynotes, dans les summits ou autres qui parlait de ça. Ce n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Là, on voit quand même qu'il y a quand même une prise de conscience assez forte. Et du coup, pareil, je voulais un peu partager les outils qui sont disponibles aujourd'hui chez les cloud providers majeurs qui permettent justement
de faire le calcul de vos émissions carbone. Pour la plupart, c'est des outils qui sont clés en main, out of the box, comme on dit, où il n'y a rien à faire de votre côté en tant qu'utilisateur et qui permettent d'avoir une vision par rapport à vos consommations, que ce soit par mois, par année, par localisation géographique. On sait qu'il y a la notion de région, donc par région. Est-ce que j'ai plus de consommation aux US qu'en Europe, que sur la région APAC? Est-ce que j'ai plus consommé sur tel ou tel projet ou telle souscription? Ça dépendra du cloud provider ou account. Est-ce que vous allez aussi avoir la répartition par service? Est-ce que c'était plutôt du IaaS? Est-ce que c'était plutôt du machine learning? Est-ce que c'était du serverless? Donc, ça donne vraiment une idée par rapport en tout cas à l'impact environnemental que peuvent avoir nos infrastructures, bien évidemment si on les a sur le cloud. Et donc là, je voulais un peu partager avec vous, j'ai un peu fait des recherches clairement. Donc il y a Microsoft Emission Impact Dashboard, clairement, pour la partie Azure. Il y a aussi le AWS Customer Carbon Footprint Tool. C'est un nouvel outil aussi qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ça donne pareil la répartition. On voit ici la répartition par produit. Bon, là, c'est un petit exemple avec EC2, S3 et autres. D'accord? Donc là, c'est plutôt EC2 et autres, qui est plutôt autres. Là, il n'y a pas de EC2, c'est plutôt autres en fait qui ont consommé plus. Il y a aussi chez Google Cloud, c'est encore en preview, je pense que ça va devenir en GA dans pas très longtemps. C'est Google Cloud Carbon Footprint et c'est un peu un outil que je connais. Un peu clairement, bon, ça c'est un peu lié à ce que je fais au quotidien. Et je voulais quand même vous montrer un peu, en tout cas en live, à quoi ça pourrait ressembler. Alors, hop, est-ce que c'est là? Ah, c'est sur la même. Voilà. Donc, si vous connaissez un peu GCP, là, en fait, je suis en train, en tout cas, d'inspecter le nouvel outil qui est Carbon Footprint. La bonne nouvelle, déjà, avant de commencer à regarder en détail, c'est que tout ce qui est, en tout cas, consommation d'énergie aujourd'hui, elle est forcément liée directement ou indirectement à la consommation d'argent. D'accord? Combien vous allez dépenser, plus vous allez dépenser, en tout cas, chez les cloud providers, plus vous allez avoir d'impact, ça c'est évident. Et du coup, c'est très lié quand même au compte de facturation. Et ça, on en reparlera après. Tu veux dire quelque chose? Du coup, je voudrais savoir si moi, en tant que développeuse qui n'ai pas accès au compte de facturation de mon client, est-ce que je pourrais quand même accéder à ces écrans-là? Non, tu ne peux pas. Non, je plaisante. Non. Si, tu peux quand même accéder. Et là où ça devient intéressant, déjà on a fait le test tout à l'heure, avant de commencer, c'est que c'est vrai, en fait, les droits, on va dire un peu de facturation, en général, c'est des droits élevés chez les cloud providers. Et donc là, Google a créé un rôle spécifique qui est Carbon Footprint Viewer, qui permet aux équipes de développement, aux équipes produits, d'aller regarder leur impact, eux aussi, sur les émissions carbone, en tout cas de l'infrastructure. Et ça, c'est important, parce que ça rentre un peu dans l'aspect people. Je te rappelle tout à l'heure dans les 3P. C'est ça. Et ça, on y est dedans, clairement. Il faut vraiment sensibiliser les personnes. Et donc là, si on regarde un peu plus en détail, donc là, on voit déjà l'impact global, on voit l'évolution par rapport au mois dernier, parce que ça permet aussi de voir les différences. Et ça, c'est normal, parce qu'en fait, on a une consommation qui est un peu, surtout en fait, là, depuis le début du mois, on a eu pas mal de formations sur Google Cloud, et du coup, par la force des choses, on a plus consommé avec les démos, avec les tests à l'époque, tout ça. On a la répartition par mois, on a la répartition par projet. D'accord? On voit très bien qu'on a Sphere Data. Les gens de la data consomment beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ils font beaucoup de machine learning, clairement. Et là, on le voit tout de suite. Ici, dans la partie par produit, on voit quand même qu'il y a Vertex AI qui consomme beaucoup quand même, qui permet de faire en fait surtout des pipelines côté machine learning. Les machines virtuelles, bien évidemment, tout ce qui est cube, indirectement. Et voilà. Et après, vous avez toutes les répartitions. Et on voit par exemple tout ce qui est service managé, en général un peu serverless, pour la plupart, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que voilà, parfois on est même facturé à la 100 millisecondes de près, donc même indirectement l'impact carbone sera inférieur. On voit qu'on utilise beaucoup la région Europe, clairement chez Sphere, en tout cas on essaie de le faire, que ce soit en Belgique ou S3, je ne sais plus c'était lequel, mais en tout cas c'est des régions en tout cas qu'on utilise beaucoup parce qu'on est en Europe et donc c'est un peu logique. Vous allez aussi avoir des recommandations, clairement. Et donc ça fait partie aussi de tout ce qui est un peu un moteur de recommandation un peu plus large pour tout ce qui est projet non utilisé. Et donc là, ça vous dit, voilà, vous avez donc des recommandations pour certains projets. Et si vous les supprimez,
D'accord? Là, vous allez gagner clairement en émissions carbone. Bon, ça reste encore assez basique, on va dire, comme produit, assez jeune, clairement. Je sais qu'il y a pas mal de travaux qui sont en cours, clairement, sur l'équipe produit de Carbon Footprint. Ayant discuté avec quelques-uns il y a 2 mois, je pense qu'il y aura pas mal de fonctionnalités qui vont arriver, notamment la possibilité de faire des simulations, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est toujours après coup. Donc, il faut que le mois soit fini, qu'on ait consolidé l'ensemble des consommations pour pouvoir déterminer en fait, les répartitions. Et ça, si ça vous intéresse, en tout cas, ça fait partie aussi, en tout cas, de la méthodologie, on va dire, qui est utilisée par Google pour faire le calcul. Je pense que Google, c'est parmi les rares, en tout cas, cloud providers qui ont publié leur méthodologie. Et je vous invite d'ailleurs en tout cas, à la consulter si ça vous intéresse, parce que ça peut être intéressant pour vous. Je vais le mettre dans le chat. Je pense que ça peut être pas mal. Bien. Ouais, je vais mettre tout le monde et participants. Hop, donc ça, je vais le mettre. Comme ça, vous pouvez consulter ça. Et surtout, le point le plus important, et moi, ce qui m'a frappé, en tout cas dans cette méthodologie, c'est en fait, on va déjà répartir le temps d'utilisation des machines par rapport au workload. Ça, on va dire, c'est un peu une façon naïve, basique de répartir. Mais par contre, il ne suffit pas de faire une règle de 3, d'accord, pour trouver directement la consommation. Parce que ce qui se passe, c'est que Google va prendre aussi le temps des machines qui ne sont pas en utilisation, parce qu'il y a peut-être 20-30% d'utilisation des temps machines où elles ne font rien, soit parce qu'elles n'ont pas de workload, soit elles sont là pour assurer une scalabilité future, ou assurer peut-être des fonctionnalités internes. Et donc là, tout ça est après repris et réparti sur les services à la base de leur pourcentage d'utilisation de temps machine. Donc, c'est plus complexe que juste en fait dire, voilà, tu as utilisé 1 heure, bah, tu payes pour 1 heure. Non. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. En tout cas, si ça vous intéresse, allez regarder en tout cas la documentation. Ça vous donne pas mal d'informations, même au-delà de l'aspect Google Cloud, sur la façon dont on va faire ces calculs en data center. La simulation, ça serait pas mal parce qu'en général, on a plus de mal à enlever des produits qu'à ne pas les créer. Donc, ça, c'est sûr. Simuler à l'avance. Ça, c'est sûr. Mais du coup, déjà, je pense, dans un premier temps, pour moi, ce qui va être intéressant, c'est un peu la relation GreenOps-FinOps. Parce que je l'ai dit, aujourd'hui, la partie calcul des émissions, elle est directement liée à la facturation ou indirectement liée à la facturation. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer quelque chose juste avant de passer à la partie GreenOps-FinOps, c'est que vous aurez la possibilité aujourd'hui aussi d'exporter, d'accord, vos rapports sur la partie carbon footprint vers BigQuery. C'est un peu le même principe que la facturation pour aller faire des rapports. Après, faire des consolidations, des extractions, après même câbler un Data Studio par la suite. Ça peut être sympa, ou un Looker pour avoir de la visualisation de vos données. C'est des dashboards que vous pouvez déjà peut-être les proposer en tout cas et les exposer par rapport aux décideurs pour avoir aussi une visibilité un peu plus globale au niveau de l'entreprise. Et du coup, pour enchaîner, voilà, il y a quand même une relation étroite entre la partie GreenOps et FinOps. Aujourd'hui, le FinOps, on le sait très bien, c'est un peu des pratiques qu'on va essayer de mettre en place au niveau de l'organisation pour optimiser l'utilisation des ressources et éviter le gaspillage. Le gaspillage, déjà, des deux points, le gaspillage d'argent, parce que vous allez payer plus que ce dont vous avez besoin, et aussi le gaspillage des ressources, qui a un impact direct sur la partie GreenOps. En tout cas, voilà, c'est des termes qui émergent, voilà, qu'on voit. Je pense qu'on a commencé avec DevOps, après on a DevSecOps, il y a FinOps, maintenant on a du GreenOps. Voilà. Ouais. C'est un peu la même mouvance, on va dire, vers tout ce qui est automatisation, optimisation. Et là, le but ultime, en tout cas, sera clairement, en tout cas à ce niveau-là, d'avoir une infra qui soit la plus responsable possible. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous parlait de cercle vertueux tout à l'heure. C'est quand on commence à s'intéresser d'un point de vue de l'entreprise à nos émissions, en fait, c'est aussi l'occasion de faire des économies, en fait, d'utiliser moins de ressources parce que tout ce que vous utilisez, vous allez le payer. Donc voilà, c'est pour ça. Finalement, c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise de surveiller ce qu'elle émet et de surveiller ce qu'elle consomme. Exactement. Et du coup, juste un peu pour finir, nous, on disait, voilà, donner un peu quelques takeaways, en tout cas quelques éléments que nous, on commence en tout cas à avoir en entreprise, parce qu'il y a pas mal de sociétés qui commencent à se poser la question. Comment, aujourd'hui, je peux commencer sur le GreenOps, sur le numérique responsable, on appelle comme on veut, comment je commençais à avoir une stratégie de sustainabilité dans mon entreprise. Et là, c'est clair, en fait, qu'il y a 3 piliers, 3 conditions nécessaires, en tout cas, pour arriver
pour démarrer en tout cas sur ce genre de pratique. La première, clairement, c'est le sponsorship. S'il n'y a pas de parrainage de la part de la direction, s'il n'y a pas en tout cas de soutien, s'ils font blocage, s'il y a des levées de boucliers, s'il y a voilà, des gens qui ne vont pas adhérer, ça peut être un réel frein, en tout cas à l'adoption de ce genre de pratique. Donc, c'est clairement, il faut qu'il y ait le sponsorship. Donc, si vous êtes C-level, on compte sur vous, en tout cas, pour faire avancer les choses. Pareil, la sensibilisation du personnel, parce qu'il n'y a pas que la direction ou les C-level qui ont un impact. Après, il faut former, informer, acculturer, sensibiliser les gens, le personnel, pas que les gens de l'IT, très important, mais les gens du produit, des achats, finances, toutes les personnes dans l'entreprise sont impactées de près ou de loin à la partie numérique responsable. Et à la fin, c'est clair que ça passera aussi par la modernisation de votre système d'information. Et là, on peut rentrer un peu plus en détail sur des questions qui se posent. Demain, j'ai besoin, par exemple, d'acquérir un nouveau logiciel. Comment je fais? Est-ce que j'achète un produit SaaS? Est-ce que je le développe moi-même? Est-ce que je le déploie en prémisse? Est-ce que je le déploie plutôt sur le cloud? Et donc, dans chacun des scénarios, il y a des questions qui vont se poser. Par exemple, si je vais acheter une solution SaaS clé en main, peut-être que je vais poser des questions au provider, au fournisseur, à l'éditeur. Vous, c'est quoi votre stratégie? Combien ça coûtera demain ma consommation sur ce logiciel? Est-ce que vous avez du calcul qui est déjà fait? Est-ce que vous avez déjà mis en place des pratiques de développement responsable? Donc ça permet de contribuer globalement à votre impact, parce que ça, sur le scope 3 réellement de votre logiciel. Peut-être aussi le fait de passer vers le cloud, j'en suis convaincu, permettra en tout cas de réduire votre dette technologique, de moderniser votre SI et indirectement profiter de toutes les innovations qui sont faites par ces grandes entreprises. Il ne faut pas se leurrer. Même si nous, on essaie à notre niveau, en tout cas, de faire des choses, c'est clair que leur force de frappe, elle est beaucoup plus importante à tous les niveaux. Ça peut être aussi, si je vais développer des applications, quelles seront du coup les technologies que je vais utiliser? Quels sont les KPI que je vais utiliser pour dire est-ce que je suis responsable ou pas? Est-ce qu'il y aura de l'automatisation? Où est-ce que je vais les déployer? Est-ce que ce sera du serverless sur des machines virtuelles? Donc, tout ça, c'est des questions qu'aujourd'hui, on se pose en tout cas avec nos clients qui veulent adopter en tout cas une posture plutôt responsable. Ouais. Faites juste attention à l'effet rebond. Ce n'est pas parce que développer dans le cloud et déployer plutôt dans le cloud est moins impactant que ça veut dire que vous pouvez l'utiliser beaucoup plus que ce que vous feriez chez vous. L'idée, c'est quand même de garder de la sobriété et d'utiliser que ce dont on a besoin. Et justement, c'est en utilisant ce dont on a besoin, dans le cloud, c'est plus performant. Voilà. Super. Je pense qu'on peut passer à la conclusion du coup. Ah, attends. Allez, vas-y. Tu vas un peu vite. Vas-y. Donc, pour conclure, finalement, en fait, nous, dans nos métiers, on a des leviers d'action. Il y a des choses qu'on peut mettre en place dès cet après-midi, en fait, pour commencer à au moins prendre conscience de son impact et aller vers des actions pour le limiter. Donc, comme on l'a vu, ça peut passer donc par prolonger la durée de vie du matériel en améliorant la performance de nos applications. Ça peut passer par des stratégies de déploiement dans le cloud. Voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place par vos entreprises. Nous, ce qu'on fait, c'est de la sensibilisation, et pas de la formation. Du coup, ce qu'on vous conseille de faire, c'est quand même d'aller vous former sur d'autres ressources. Donc, on est forcément obligé de citer Green IT qui a quand même donné son nom à ce talk, donc ce groupe qui a donné même son nom au mouvement et qui a sorti du coup là récemment en plus sa 4e édition de son livre sur les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web, qui est vraiment une référence dans le domaine que moi j'ai et que je vous recommande vraiment de lire. Ensuite, alors là, c'est un peu moi, mes petits chouchous, la fresque du climat et la fresque du numérique. Je sais que tu les aimes bien, toi. Oui, parce que ce sont des ateliers de 3 heures qui, pour quelques euros, vous font prendre conscience vraiment de la situation dans son ensemble. En fait, ça vous fait prendre du recul sur chaque aspect. Et pour comprendre les enjeux, ils sont vraiment bien faits et très bien construits. Et leur objectif, c'est de former 1 million de Français. Donc, n'hésitez pas à aller ajouter votre nom à la liste. Et ça ne peut être que positif. Bien sûr, il y a l'Institut du numérique responsable qui fait beaucoup de préconisations et dont la mission, c'est aussi de partir vers un numérique soutenable. Donc là aussi, il faut suivre leur préco.
Et bien sûr, vous avez aussi énormément de ressources sur Internet, que ce soit des chaînes YouTube, mais aussi des articles, même moi j'en ai écrit. Enfin, il y a énormément Des de conférences, ressources. Voilà, des conférences, des talks, des vidéos. Et de toute façon, là, aujourd'hui, on le voilà, sait. ce sujet-là, il est crucial et il y a déjà beaucoup de personnes qui en parlent. Donc, si vous voulez entrer sur le sujet, il y a déjà énormément de ressources pour se former. Et voilà, et après, c'est clair, aujourd'hui, en tout cas, chez Sphere, en tout cas, il y a quand même une prise de conscience aussi, comme pas mal d'entreprises. Et aujourd'hui, on a fait le choix aussi cette année d'être partenaire du Sustainable Digital Challenge. Donc ça, c'est un challenge qui se tient sur la France, en tout cas, dont on est sponsor cette année et acteur actif. Pour vous montrer un peu quelques éléments, donc c'est un peu un challenge qui réunit 10 entreprises, il me semble, 12 entreprises, clairement, que je peux citer ici, qui ont construit chacun une équipe et qui ont pour mission de développer une solution responsable. Exactement. Et du coup, il y a un certain nombre d'ateliers qui sont animés, du coaching, que ce soit sur la conception, l'architecture, du code, back-end, front-end, quelles sont un peu les bonnes pratiques. Et donc, il y aura, donc là d'ailleurs cet après-midi, on a l'atelier code qui aura lieu sur Paris. Et après, donc, il y aura donc, le pitch de chacune des équipes qui aura lieu au mois de mai. Et après, il y aura, ce mois-ci d'ailleurs, hein, ça passe très vite. Et il y aura du coup des gagnants comme les années précédentes. Et donc, si vous, les années prochaines, en tout cas pour cette année, je pense que c'est un peu trop tard, mais pour les prochaines années, ça peut être intéressant pour vous, en tout cas, d'être participant de ce genre ou sponsor d'ailleurs, hein, ça dépend de votre positionnement, de ce genre d'événement. Et voilà, nous, ça nous tenait à cœur, en tout cas cette année, Sphere, en tout cas, d'être partenaire aux côtés d'autres entreprises, hein, y compris Google et d'autres partenaires à différents niveaux. D'ailleurs, il y a l'INR aussi qui est là. Il y a aussi je ne sais plus c'était quoi, ça, mais en tout cas, c'est une agence nationale, à voir avec les organisateurs qui sont les IPA Days et The Green Companion. Enfin, ça, c'est un peu les sociétés qui s'occupent de ce challenge. Pareil aussi, avec Google, il y a aussi un challenge avec les clubs d'étudiants. Et donc, quel que soit le pays, donc les clubs d'étudiants peuvent participer à un challenge global dans lequel ils pourront prendre n'importe quelle action des 17 actions responsables qui sont définies par l'ONU et qui peuvent développer des solutions pareilles. Là, on va aussi être amené à coacher ces étudiants-là pour arriver à construire leurs solutions. Et pareil, c'est en cours là sur le mois de mai, avec pareil des soutenances qui auront lieu sur le mois de juin. Voilà, donc ça, c'est un peu notre actualité. Clairement autour du sujet et un peu les infos qu'on a voulu Exactement. En tout cas partager avec vous avec un grand plaisir. C'est ça, des initiatives qui ont été prises et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Exactement. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris des choses et que pour ceux qui étaient curieux de découvrir, que ça vous donne envie d'en savoir encore plus sur le sujet et de vous lancer aussi à votre tour. Donc voilà, merci beaucoup et je pense qu'en tout cas, là, on va peut-être prendre un peu les questions. On serait ravis aussi de continuer cette discussion aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que je suis très actif sur LinkedIn. Pareil. Je ne sais pas pour toi. Oui, pareil. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous rajouter, à nous pinguer. Et voilà, on pourra en discuter. Je pense qu'il y en a certains, peut-être qu'on est déjà en contact. Et on va essayer un peu de prendre les questions. Mais surtout, normalement, on vous a transmis une enquête de satisfaction. En tout cas, un peu un formulaire, un feedback pour que vous puissiez un peu nous donner votre avis sur la présentation et aussi les axes d'amélioration. C'est très important pour nous. Exactement. Donc, merci à vous. Alors, les questions. Alors, on a un peu des deux, on va voir. On va commencer par les QNR, c'est un peu plus celle le plus visible, on va dire. Attends, est-ce que je peux la voir? Pourquoi ça ne s'affiche pas? Attends, je vais peut-être arrêter. Les aléas du direct. Les aléas du direct, je n'arrive pas à afficher le QNR. Voilà, il est là. Alors, comment peut-on pousser une entreprise à aller vers le RSE? En fait, ce qu'il faut lui montrer, c'est que c'est dans son intérêt aussi. Hein. Comme je le disais plus tôt, il y a eu une étude qui est parue il y a 2 ans et qui montrait que les entreprises qui investissent dans le RSE, en général, elles voient une augmentation quand même de leurs bénéfices et de leur croissance. Ça ne va pas du tout à l'encontre, en fait. Et il faut essayer de les accompagner pour qu'ils comprennent ça. Quand investir sur la partie sociétale et environnementale, ça ne va pas à l'encontre des bénéfices de l'entreprise, au contraire. Donc, ça peut être par des économies sur leurs ressources, ça peut être par le fait d'atteindre une audience plus large en augmentant leur accessibilité aux services, en ayant des outils performants. Et en fait, il y a vraiment ce côté vraiment cercle vertueux, qui dit, en fait, quand on commence à s'intéresser à ces choses-là,
on va retirer des bénéfices, en fait. Plus on est accessible, et puis les gens sont de plus en plus sensibles à l'éthique des entreprises. Elles sont sensibles à leur investissement sur ces choses-là, sans aller vers du greenwashing. Hein. Alors, ça n'est absolument pas le but. Ah, ça, c'est pas l'objectif. D'ailleurs, on n'a pas parlé du tout, hein, clairement. Non. Le but, c'est pas de faire semblant d'être vert. Non, quand on s'investit vraiment, en fait, c'est plutôt bon pour l'entreprise. En fait, ils vont en gagner quelque chose. Ce qu'il faut arriver, c'est à les convaincre que c'est positif pour eux au final. C'est pour là, d'ailleurs, en fait, je pense que on en a parlé quand même pas mal de réponses au niveau de la presse. Et c'est pour ça tout à l'heure, en fait, quand on parlait de comment on peut adopter ça en entreprise, on a beaucoup parlé en fait de la sensibilisation. Ouais. Ça, c'est très important. Commencer à faire des présentations, faire des BBL, héberger des événements aussi qui sont liés au développement durable. Il y a énormément d'événements, de meet-up. Commence en tout cas à proposer ça. Et je pense qu'il y a de fortes chances en tout cas que ça prenne. On peut passer à la deuxième question. Je te laisse lire la question. Alors, bonjour. Connaissez-vous et avez-vous utilisé GreenSight, un plugin open source pour Sonar? Alors, je sais qu'effectivement, il y a de plus en plus de profilers sur la partie green. J'ai entendu parler aussi de code carbone pour Python. Il y a pas mal de logiciels. De plugins. Moi, personnellement, je ne m'en suis pas servi encore. Mais par contre, on a utilisé d'autres outils qui permettent donc, de calculer son empreinte. Donc celui-là, non. Mais je serais ravie d'essayer. Et si vous avez des retours à nous faire, surtout, n'hésitez pas en fait. N'hésitez pas à partager votre expérience de ces outils-là. Alors, troisième question. Comment sont calculées les émissions de gaz à effet de serre affichées dans les outils type Carbon Footprint de Google? Est-ce seulement lié à la consommation électrique ou sont-elles fondées sur une vraie ACV, incluant la fabrication des serveurs et leur transport? Alors, bien sûr, je ne connais pas en tout cas par cœur toute la méthodologie, mais pour l'instant, je pense que c'est plutôt lié à la consommation électrique et surtout en fait à la consommation CPU. C'est le plus important en fait dans le calcul des serveurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Google aussi dans son objectif d'être full green en 2030, ça inclut surtout le scope 3, qui inclut ce que vous citez, c'est la fabrication et le transport, qui je ne pense pas aujourd'hui qui sont inclus dans ce qui est affiché directement au niveau des calculettes, en tout cas des rapports. Alors, question d'Arthur. Est-il pertinent dans une équipe de dev de challenger le mode de transport et l'usage du matériel du scope 3? Alors, dans une équipe de dev, non, parce que je ne pense pas que... Moi, je dirais oui et non, en fait. Ouais, non sur le transport. Non, parce que vous n'allez pas avoir vraiment d'impact dessus. Par contre, sur l'usage du matériel, oui, parce que, en fait, c'est aussi votre intérêt que l'outil soit utilisable par ceux qui ont un matériel plus ancien, en fait. Tout simplement parce que... tous vos clients ne sont pas des jeunes trentenaires qui travaillent dans l'informatique et qui ont le matériel dernier cri avec le réseau fibre 4G, enfin 5G, voilà, peu importe. Tout le monde n'est pas ultra équipé, tout le monde n'est pas hyper au fait des outils informatiques. Donc, en fait, même pour vous, pour vos utilisateurs, pensez à ceux qui sont moins dans cette catégorie-là. C'est aussi un gain de clientèle qui est possible. Enfin, ça dépend de votre outil. Mais si je prends par exemple un e-commerce, négliger cette frange-là de la population, c'est une part non négligeable. Et sans parler forcément de handicap, même si en vrai, ils représentent, je crois, pas loin de 20% des personnes qui ont des difficultés à accéder au numérique aujourd'hui. Ça représente une marge de clientèle qui est énorme, en fait. Donc, est-ce que c'est à nous, l'équipe de dev, de challenger? Je pense qu'on est aussi consultant et l'utilisation de nos outils, ça fait partie de la conception, en fait. Donc, je pense que oui, on devrait être capable de la challenger, on devrait le faire. En tout cas, comme je disais, c'est direct et indirect. En tout cas, tout ce qui est transport, logistique, ça, le scope 3, je pense que ce n'est pas possible. Maintenant, nous concevoir des solutions optimisées qui vont vraiment éviter tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est complexité inutile. Ça pourrait aider. Avoir des solutions light qui font le job sans rentrer dans l'excès. Ça, je pense qu'on aura en tout cas une carte à jouer là-dessus. Voilà. Alors, cinquième question, je pense que c'est la dernière plutôt. Ouais, la dernière. Donc, sur Google Footprint, est-il possible de voir les détails des émissions pour un autre mois que celui en cours? On peut aller voir directement en live. Voilà. Donc là, j'étais plutôt sur le rapport tout à l'heure, sur l'export. Déjà, comme je le disais, vous avez déjà les mois. D'accord? Vous avez plutôt les émissions globales à peu près mois par mois, d'accord? Là, pour l'instant, comme je disais, c'est un outil qui est en cours de développement. Donc, pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'aller changer de mois, comme on l'a dans la facturation, ou de faire sur une période de 3 mois ou d'1 an, en tout cas avoir du custom. Ça va arriver, ça c'est sûr. Maintenant,
le moyen le plus simple pour vous, c'est activer l'export. Parce que quand vous activez l'export, vous aurez tout l'historique de votre consommation et après, vous-même, vous pouvez aller faire des requêtes sur les périodes qui vont vous intéresser. Mais directement, ça reste quand même en fait, de la consultation le mois au mois. Clairement, comme je disais, ça reste un produit en preview. C'est une première étape, mais je pense qu'il y aura des choses qui vont arriver dans le futur. Après, vous pouvez faire effectivement vos propres dashboards et vous approprier toutes ces informations-là. Exactement. Alors, juste peut-être voir un peu dans le chat s'il n'y a pas des questions peut-être qui ont été posées. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Donc ça, c'est bon, ça on a vu. Là, tu es encore dans le Q&A. Ah, je suis encore dans le Q&A. Toujours le même problème. Alors, converser. Voilà, je pense honnêtement qu'on a fait le tour. D'accord, en tout cas par rapport à ce sujet. En tout cas, nous, ce qu'on a jugé pertinent, qu'on voudrait partager en ce petit laps de temps, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Je sais que toi, tu peux parler pendant des heures par rapport à ça. Oui. Ça c'est un sujet, si vous me lancez. C'est ce qu'il m'a dit Léda. Il m'a dit, écoute, moi, je peux parler pendant 2 heures si tu veux. Je peux, voilà. Je dis non, peut-être pas 2 heures, mais on va essayer de donner un peu l'essentiel de ce qui se passe aujourd'hui. Mais si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, effectivement. Et on sera ravis d'en parler. On voulait vous remercier. Merci à tous. Merci à tous. Ouais, merci à vous, tous les deux, Célia et Saifeddine, pour votre énergie. Premièrement, je pense que tout le monde l'a remarqué et d'avoir pris le temps, en tout cas, de nous préparer ce talk et de nous donner tous ces tips. Juste pour redire, effectivement, Lisa l'a dit en commentaire, mais bien sûr, on va faire suivre à tous les participants le replay. Donc, dans l'idée de sensibiliser, n'hésitez pas à le partager au maximum. Et tous les liens des outils qui ont été mentionnés seront également transmis. Et le petit questionnaire, vous l'avez dit, mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir des retours aussi bien sur tous les points positifs, parce qu'il y en a eu pas mal, et puis sur les axes d'amélioration pour itérer et s'améliorer. Merci à tous, vraiment. Merci d'avance pour aussi. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi.